Stéphane Durand-Soufflant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur judiciaire au Figaro. Vous publiez Jour de crime aux éditions L'Iconoclaste avec Pascal Robert Diard. Merci d'être sur le plateau de C'est-à-dire, parce qu'on imagine que vous êtes très occupé en ce moment avec tous ces faits divers sordides comme... alors, il y a Nordal Lelandais, bien sûr, qui est accusé d'avoir tué la petite Maëlys, mais il y a aussi récemment la mère de Fiona, qui a été condamnée à 20 ans de prison. Le mari de la joggeuse, Jonathan Daval, qui a avoué être le meurtrier de sa femme. Stéphane Durand-Soufflant, pourquoi est-ce que toutes ces affaires nous passionnent? C'est quoi cette attraction qu'il y a derrière? Le crime est vieux comme l'humanité. Le premier crime un peu connu qui a fait parler, c'est Caïn qui a tué Abel, vous vous en souvenez? Oui. Ça a donné lieu quand même à un reportage dans la Bible, si je peux me permettre. Non, mais sérieusement, c'est vrai que ces pulsions de l'être humain, elles sont aussi anciennes que l'humanité. Donc à chaque fois, il y a une espèce de jeu entre ça pourrait être nous la victime, est-ce que ça pourrait être nous l'assassin? Et on est pris dans ces histoires qui sont à la fois... hors du commun, parce que Dieu soit loué, tout le monde ne tue pas quelqu'un quand il a un problème, mais en même temps assez banal. Ça se passe dans un pavillon, ça se passe chez le voisin. Ça se passe à côté. Ça se passe à côté. Est-ce que dès le début, vous voyez que cette affaire va monter, ou bien c'est le hasard? Par exemple, je sais pas, on cite souvent l'affaire Grégory, là, ça fait 35 ans. Pourquoi l'affaire Grégory et pourquoi pas une autre? Les affaires où il y a des enfants victimes, d'une manière générale, suscitent dans l'opinion publique une espèce d'intérêt, parce que je pense que les gens s'identifient beaucoup à la victime, aux parents. On a des enfants ou on a des parents. Donc c'est vraiment l'enfance et l'innocence. Enfin, vous voyez, c'est un peu banal, mais c'est vrai que les affaires qui mettent en scène des enfants créent une émotion toute particulière. Et puis il y a un côté énigme, il y a un côté Cluedo. Dupont de Ligonnès, on se demande où est-ce qu'il est. Ça participe au suspense, non? Si on le retrouve au Brésil, vous allez voir, vous allez en écrire du papier là-dessus. Il y a des grandes affaires comme ça. Il y avait l'affaire Godard, je ne sais pas si vous vous souvenez, un médecin qui avait disparu avec toute sa famille. C'est sûr que là, pour le coup, on est dans quelque chose de très, très inhabituel, quoi. Toute une famille qui est décimée, qu'on retrouve sous une dalle de béton. Enfin bon, et le père de famille, alors est-il mort, est-il en cavale? Alors, tous ces accusés, c'est ce que vous racontez dans votre livre, ont en commun d'être jugés aux assises devant des jurés. Alors, racontez-nous pourquoi ces gens-là, ils sont jugés par des citoyens au hasard, qu'on tire au hasard, qui n'y connaissent rien et qui vont devoir dire si un tel est coupable ou n'est pas coupable. Voilà. Ça peut paraître un peu bizarre, non? Alors, les jurés sont tirés au sort sur les listes électorales. C'est vous, c'est moi. Et ils doivent se forger une intime conviction. Et ce qui est formidable aux assises, et Pascal et moi, c'est ce spectacle qui, à chaque fois, nous enchante, si j'ose dire, mais nous passionne professionnellement, c'est que l'intime conviction, c'est pas une impression. C'est le contraire de ce qu'on appelle le ressenti. Oui, il semblerait que... C'est pas du bon sens, c'est beaucoup plus que du bon sens. Les jurés sont en général, ils n'ont pas très envie d'y aller, mais une fois qu'ils sont jurés, ils sont à fond là-dedans et ils rendent vraiment la justice en leur âme et conscience. Oui. On le voit. Mais alors, sauf que vous expliquez dans votre livre, on est avocat à vie, on est juré qu'une seule fois dans sa vie. On est débutant quand on est juré. Ah oui. Donc, on est manipulé, non? On est manipulé par les avocats. Oui, on est manipulable. Alors, bien sûr, les jurés sont soumis à des tas de manipulations. Alors, seuls des avocats. On raconte les ficelles d'avocats. Par exemple, l'avocat qui, quand le témoin ne dit pas ce qu'il veut entendre devant les jurés, évidemment, c'est l'avocat qui s'approche, qui dit « Attention ». Je vous rappelle que vous êtes sous serment. Alors là, ça c'est le témoin. Crée une tension, voilà. Tout ça est assez artificiel. Mais en même temps, les jurés, d'abord, ils font un groupe. Ils sont 6 en première instance, 9 en appel maintenant. Et ils échangent énormément. C'est-à-dire que les grosses manips, ça ne marche pas. Ils sont pas idiots. Il y a des leaders qui influencent les autres. Et alors, il faut essayer de les repérer, de les convaincre. Les présidents de cour d'assises, parce que les magistrats et les jurés délibèrent ensemble. Ouais. Donc 3 magistrats. Alors comment ça se passe? Oui, à la fin des plaidoiries, tous les jurés vont dans une salle. Avec les magistrats. Donc avec le président de la cour. Le président et ses 2 assesseurs. Ouais. Et le délibéré commence, il peut durer. Il ne s'achève que quand la décision est prise. Ça peut prendre On vote. Plusieurs heures. Ça peut prendre des heures. Ça peut prendre 8 heures, 10 heures, 12 heures. 2 heures. Et alors on peut soupçonner le président de la cour qui a quand même une influence, d'influencer, de manipuler les jurés. Ça, c'est le grand truc des avocats. Tous les avocats vous disent que c'est le président qui fait le verdict. Je pense que c'est pas si simple, parce que parfois les jurés, ils sont plus nombreux, les jurés. Et donc ils ont plus de voix. Hein. Ils sont 6 et il y a 3 magistrats. Donc quand même, il faut que les magistrats convainquent une majorité de jurés pour faire basculer. Et parfois, les jurés partent alors très à la hausse dans la peine,
Ah oui, et parfois, ils peuvent être très sévères, plus sévères que ce qui parfois, est... les magistrats ont l'impression quand même que ça ne correspond pas à ce qui est généralement voté, donc ils essayent de ramener la peine. Oui, parfois, c'est le contraire. Il y a une espèce de très grande clémence des jurés. Les magistrats trouvent quand même que c'est un peu excessif. Alors, c'est un petit jeu d'influence. Une fois qu'ils ont décidé si la personne, l'accusé était coupable ou pas, ils reviennent dans le tribunal. Et alors là, il y a une légende, vous racontez, vous dites, si jamais les jurés détournent le regard, ne veulent pas regarder le box de l'accusé, en général, c'est que l'accusé a pris cher. Hein. Voilà. C'est que la sanction est lourde. Ça, c'est des espèces de superstitions de cour d'assises qu'on connaît. Bon, je peux vous dire que c'est faux. Parce que j'ai vu... Non, c'est pas vrai. Parce que nous, on regarde et parfois, ils ne regardent pas et c'est un acquittement. Alors, racontez-nous... Et on leur demande d'être neutre. Alors, racontez-nous ce moment où le président du tribunal va annoncer le verdict. L'accusé, là, c'est sa vie qui se joue. Il est debout, l'accusé, on lui demande de se lever. Ça va durer quelques secondes. Ouais. C'est très rapide, alors qu'on a pu avoir 8 semaines de procès. Et en fait, la Cour a répondu à des questions. La question numéro 1, c'est l'accusé a-t-il commis tel ou tel acte? Coupable, oui. Et nous, on sait que si la réponse est non, c'est fini, c'est l'acquittement. Et on sait que si la réponse est oui, il va y avoir une peine. Mais nous, les professionnels, on le sait. Mais les accusés, les familles ne le savent pas. Donc ils attendent. Et ça continue. Alors quand la réponse est oui, on attend la peine. Et la peine arrive, ça prend 2 minutes. Et la peine est en répression. La Cour vous condamne à la majorité à la peine de... Voilà. On ne sait jamais, il n'y a pas d'unanimité de trucs comme ça qu'on voit dans les films. On ne sait jamais combien exactement de juges et de jurés ont voté pour ou contre. C'est une majorité qui est requise et qui s'applique. Et comment réagit l'accusé s'il est lourdement condamné? Vous racontez que les huissiers ont des mouchoirs avec eux, tellement il y a de tension et de larmes. Plus pour les témoins. Plus pour les témoins, d'accord. L'accusé, non. Mais il y a de tout pour les accusés qui sont un peu sidérés. Il faut reconnaître aussi, certains accusés s'attendent, quand ils reconnaissent les faits, que les faits sont très graves, ils savent que la peine sera lourde, les avocats les ont préparés à ça. Et parfois, l'acquittement, c'est toujours très curieux, parce que l'acquittement, c'est un soulagement incroyable. Et il y a à ce moment-là une manifestation de joie. Le type qui dit qu'il est innocent et qui est acquitté. Et cette joie, évidemment, va être très mal reçue par la partie civile, par les gens qui pensaient qu'il était coupable. Donc jusqu'au bout, la cour d'assises, c'est un truc de violence, d'échange et de confrontation. De quoi ont peur les jurés? De l'erreur judiciaire, on imagine. J'imagine, oui. Ça fait peur à tout le monde, l'erreur judiciaire, hein. Dans un sens comme dans l'autre. On n'a pas envie de laisser un coupable dans la nature et mettre un innocent en prison, sachant qu'il vaut mieux un coupable non condamné qu'un innocent condamné à tort. Alors, pour illustrer la complexité de ces débats qui vont durer 8 semaines, évidemment, la compassion pour les victimes, mais vous racontez même, on peut avoir la compassion pour l'accusé avec cette phrase toute bête. Les jurés se disent, mais moi, si je m'étais retrouvé dans de telles circonstances, qu'aurais-je fait? Un procès d'assises, c'est un constant va-et-vient. On se rapproche de l'accusé, on essaye de le comprendre, on essaye effectivement de se dire, mais c'est vrai, après tout, on se projette. Mais bon, il y a un moment où ça s'arrête parce que nous, on n'a pas tué. On n'a pas commis, on n'est pas accusé de l'avoir fait. Et je pense que les jurés, en permanence, doivent être... Et vous savez, ça va, ça vient. C'est pas linéaire. Il y a un jour, vous avez trouvé que l'accusé est très convaincant, très bouleversant. Et le lendemain, vous allez dire, il en fait quand même un peu beaucoup, là. Mais tout est sujet à interprétation. Les larmes, quelle différence y a-t-il entre des fausses larmes et des vraies larmes? Elles coulent pareil, hein. Et alors, parfois, on rit. Je ne peux pas m'empêcher de raconter cette anecdote. Marcel, 93 ans, condamné à 10 ans de prison. Que dit-il, Marcel, à ce moment-là? Il dit, je vous cite... Après tout, je suis mieux ici qu'en maison de retraite. Au moins, il y a des jeunes à la prison. Oui. La cour d'assises, il y a de la violence, mais il y a aussi quand même ces espèces de moments d'humanité absolument incroyables, ces répliques que vous n'entendrez jamais dans les films, parce que je pense que dans un film, le producteur dit non, c'est rigolo, mais c'est trop, le gars, il ne peut pas dire ça. Eh bien ouais, il le dit. Voilà, Jour de crime, c'est aux éditions L'Iconoclaste. Merci beaucoup Stéphane Durand-Souffrant. Merci à vous. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Est-on à l'aube d'une révolution à la SNCF? C'est la fin, le rapport Spinetta préconise la fin du statut, l'ouverture à la concurrence, la fermeture de petites lignes non rentables. Les syndicats promettent un conflit dur. C'est évidemment un test pour Emmanuel Macron. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Réforme SNCF, la bataille du rail ».